Inspiration. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration. C'est Jules, j'espère que vous allez bien. Salut Gaëtan, comment tu vas? Salut Jules. Eh ben écoute, ça va plutôt bien aujourd'hui. Et toi? Ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre book club 154. De quel livre va-t-on parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'appelle Ralentir ou périr. C'est un livre récent? C'est un livre récent qui a été créé en 2022 par Timothée Paré, qui est en fait un chercheur en économie, qui est français, mais qui s'est spécialisé en économie écologique à l'université de Lund en Suède. D'accord, alors qu'est-ce que c'est que l'économie écologique? On rentre directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est? On rentre directement dans le vif du sujet. L'économie écologique, c'est une discipline hybride entre économie et écologie qui a pour vocation de combiner l'écologie à l'économie pour trouver une solution en fait dans le monde d'aujourd'hui. Sachant que tu le sais, je pense que beaucoup de gens le savent, le monde d'aujourd'hui est dirigé par l'économie et donc forcément c'est important de coupler les deux puisque le réchauffement climatique et tous les enjeux écologiques qu'on va rencontrer ou qu'on rencontre déjà hein, aujourd'hui sont fortement liés à l'économie et à la façon dont on fonctionne aujourd'hui. Et donc forcément, voilà, il y a cette nouvelle discipline qui est apparue et dont Timothée Parry est un des pionniers aussi. Et donc c'est à travers ce livre qu'il a pu, on va dire, vulgariser l'économie écologique dans Ralentir ou périr. Ok, et toi, c'est pourquoi tu as lu ce livre? Comment tu as lu ce livre? D'où il sort? D'où sort ce livre? Il sort d'une balade que j'ai fait dans une librairie sur l'île, un midi où j'avais un petit peu de temps et j'ai trouvé une librairie donc je suis rentré. J'ai commencé à parcourir les livres. Justement, dans cette librairie en particulier, il y avait des livres qui étaient exposés, donc mis en évidence et c'était des livres donc sur le thème de l'écologie, tout simplement, qui est un sujet qui m'intéresse, énormément et donc forcément, j'ai commencé à regarder un petit peu les livres qui étaient proposés et qui étaient mis en avant et du coup, j'ai choisi ce livre. Pour l'anecdote, la petite touche sympa, c'est je trouve que c'est, la magie des livres, hein, c'est, j'en parle dans l'épisode, sur mon bilan de lecture, c'est qu'il y a ce côté social du livre et la libraire que je ne connaissais pas forcément a mis en évidence ce livre-là, qui est vraiment plus humain, plus personnalisé, on va dire, que les grandes librairies où, tu vois les gondoles, c'est les best-sellers et cetera et ce livre que j'ai lu, il a influencé, ma vie désormais et il m'a fait réfléchir sur vraiment énormément de sujets et donc c'est pour ça que je comptais le partager aujourd'hui. Alors attention, parce que là tu nous as sorti les grands mots, tu m'as dit: «Ce livre, il a changé ma vie». Il va falloir que tu développes ce point-là, parce qu'on peut pas juste lâcher les termes comme ça, comme si, c'était des confettis. Pourquoi ce livre, il a changé ta vie? En fait, ce livre, il a changé ma vie dans la façon que j'ai d'aborder, le mindset, toute cette, stratégie et cetera qu'est la vie, hein, le déroulement, les objectifs de vie, tout ça et comme je le disais, l'économie dirige la société et donc elle a entre guillemets «écrit des règles» selon lesquelles on doit jouer et donc forcément, il faut qu'on joue avec le système capitaliste qui est en place, avec, toutes ces notions économiques qui ont été mises en place, qui ont été développées par tout le monde et en fait, tout le monde joue avec les règles du jeu et en fait, Timothée Paré, dans son livre, sa réflexion, elle est la suivante. C'est une approche qui est à la fois, bah, comme je le disais, mi-économie, mi-écologie, qui est un sujet assez innovant. Et en fait, avec une approche factuelle, donc avec des chiffres, avec des ordres de grandeur, il remet en cause tout le modèle capitaliste, mais de manière très objective et assez froide. Ça veut dire que on est vraiment sur de l'observation, du constat. Et en fait, il a démontré par la logique qu'un système capitaliste qui est toujours voué à aller chercher la croissance pour la croissance n'est pas viable dans un monde limité en termes de ressources. Et moi, j'étais très sensible à ce discours-là parce qu'il est très bien amené par Timothée Parry. Comme je le disais, il est life changing, c'est-à-dire qu'il permet vraiment de remettre en cause tous ces principes de vie, tous ces objectifs innés, tous ces courses entre guillemets à la croissance dans lesquelles on est pris par défaut. Et donc, ça nous permet d'avoir cette vision rétrospective sur notre vie et de se dire que vraiment c'est ce dont j'ai besoin. Est-ce que vraiment j'ai envie de jouer ce jeu-là? OK, je vois. Si je le résume finalement en quelques mots, on a un constat qui est fait par Timothée Parric, qui est que on vit dans un monde où la physique nous impose des limites en termes de ressources et on ne va pas pouvoir continuer avec un modèle économiste qui nous dit que finalement tout existe à volonté. Donc il y a des contraintes, on ne peut pas passer au-delà de ces contraintes parce que s'il y a plus de ressources, bah il y a plus de ressources. Exactement. Et finalement, ce que propose Timothée Parric, c'est une remise en question de cette notion de croissance qui, toi,
t'a permis de revoir, entre guillemets, une partie de tes objectifs. Et donc, si je le dis de façon un peu caricaturale, on oublie la Lamborghini et le garage avec l'hélicoptère et on passe sur des trucs un peu plus simples et un peu moins tape à l'œil. Exactement. Pour t'expliquer, il y a cette première partie du livre où, comme je le disais, il fait une analyse froide, il fait une analyse logique de la situation en disant, voilà, on part d'un monde où, comme tu disais, on a des ressources qui sont limitées et on a une économie qui veut toujours plus. Le problème, c'est que forcément, c'est pas viable. D'un point de vue écologique, moi qui ai lu aussi des livres sur l'écologie, des livres plus sur le capitalisme aussi, on a toujours cette décorrélation entre les deux. Et en fait, lui, il a fait l'effort de se dire, ok, imaginons, on prend les règles du jeu. On se dit, on va jouer dans le système économiste actuel. Par contre, bah, moi, je vais rajouter la variable de l'écologie parce que on peut plus le nier. Bon, avec tous les rapports du GIEC, etc., on sait que maintenant, l'activité humaine a un impact sur le réchauffement climatique. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et en fait, en faisant vraiment des analyses très logiques, il démontre que on peut pas continuer avec des pays qui sont toujours en objectif d'augmentation du PIB, croissance positive, et cetera. Et quelle solution il apporte? Du coup, les solutions qu'il va apporter, ça va être la décroissance. Donc il va parler de la décroissance. Il va parler aussi d'un monde de post-croissance. Oula, gros mot là, il faut que tu nous le définisses. C'est un gros mot, ouais. C'est pour ça que j'aime bien cet aspect, purement, logique et objectif de sa démarche parce qu'il explique aussi forcément, il utilise beaucoup, beaucoup de références. Il démystifie tout le discours autour de la décroissance, autour justement de la croissance et en fait, son analyse, elle est tellement logique qu'on arrête tous ces discours un peu bullshit des petites guéguerres, on va dire, entre les, capitalistes qui vont dire: «Ouais, la décroissance, c'est nul, c'est pas viable, c'est pas possible», tout ça et des décroissants qui vont parfois avoir des arguments qui sont pas les bons, justement contre le système capitaliste et donc en fait, lui, il est assez objectif, assez neutre dans son analyse, même si quand on suit son raisonnement logique, c'est quand même la décroissance qui est la plus viable pour l'avenir et donc tu me disais la décroissance, il faudrait que je la définisse, c'est ça? Oui, parce que, alors, à titre personnel, je connais déjà le travail de Timothée Paric. J'ai pas eu l'occasion de lire son livre, mais je connais déjà son travail. Et effectivement, tu nous as lâché le gros mot de la décroissance, et je pense qu'il est important ici qu'on définisse ce que ça veut dire, ce que ça implique et comment ça se déroule. Parce qu'on a bien compris que décroissance, par définition, c'est s'opposer à la notion de croissance et dans une économie qui voudrait toujours plus. Maintenant, qu'est-ce que la décroissance et comment on fait en sorte que ce soit un modèle qui soit, comme tu l'évoquais, quelque chose de viable? Alors, de ce que j'ai compris en fait de la décroissance que Timothée Paric a présenté, on est sur une vision du monde où on arrêterait individuellement, donc quand je dis individuellement, je parle des entreprises, une entreprise arrêterait de se dire: «OK, il faut que je fasse plus, plus, plus». C'est-à-dire que mon activité, je sais pas, je fais 1 million de chiffre d'affaires, il faut que j'ai une croissance d'environ 10 donc il faut que je fasse 1,1 million de chiffre d'affaires l'année d'après et cetera et cetera et cetera. Alors, je me fais l'avocat du diable, mais si je fais pas 1,1 million l'année suivante, ça veut dire que je stagne. Ça ne peut pas fonctionner, puisque j'ai des salaires à payer, j'ai des charges qui augmentent. Comment je fais? Je me fais l'avocat du diable volontairement. Pourquoi tu as des charges qui augmentent? Parce que les impôts augmentent, parce que les taxes augmentent, parce que le coût de la vie augmente. Donc si moi, en tant qu'entreprise, je veux pouvoir survivre, tu le disais tout à l'heure, dans ce système où il y a des règles qui sont en place et qui sont celles qu'elles sont, il va falloir de toute façon que je continue à augmenter mon chiffre d'affaires pour continuer à augmenter ma marge, pour continuer, etc., etc. Et avoir justement cette idée d'aller vers toujours plus. Exactement. Mais en fait, tu besoin de toujours plus parce que le système et les règles du jeu font que si tu veux continuer de «gagner» entre guillemets, il faut que tu aies toujours plus. Parce que tout le monde autour de toi va avoir toujours plus. Donc on est bien d'accord que si on parle de décroissance, ça peut pas se faire, et je pense que c'est une des conditions nécessaires mais non suffisantes, essentielles, à savoir qu'il faut que ce soit un effort collectif et un changement global finalement du modèle économique. Exactement. Jean-Marc Jancovici prenait aussi cet exemple-là, de se dire que si je suis, producteur de voitures, par exemple, ben, dans un monde en décroissance, mon activité doit baisser parce que la voiture, elle a un impact écologique qui est très mauvais et que la voiture individuelle, elle a vocation à disparaître dans un monde durable. À côté de ça, il faut bien remplacer ce moyen de transport. Il faut augmenter tout ce qui va être infrastructure pour les transports en commun. Le vélo qui est, pour moi la mobilité la plus durable et la mobilité de l'avenir. Forcément, une entreprise qui vend des vélos, dans un monde en décroissance, elle va
très probablement avoir des années de croissance, au moment où tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont commencer à s'équiper en vélo. Et donc en fait, la décroissance, c'est quelque chose qui doit être à l'échelle globale, sur l'échelle macroscopique. Par contre, à l'échelle microscopique, au niveau des entreprises, bah, forcément, tu as des entreprises qui vont faire de la croissance et tu en as d'autres qui vont devoir faire de la décroissance. Et ça, c'est logique et c'est naturel. Pourquoi tu dois faire de la croissance dans le système capitaliste? C'est parce qu'on crée toujours et toujours et toujours plus de richesses. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, des grands exemples qui font que on n'arrête pas de continuer à créer de la richesse. Je te prends l'exemple de Airbnb qui est très simple. C'est que avant, dans un monde sans Airbnb, les personnes, elles échangeaient leurs maisons. Elles disaient, ben moi j'habite à Marseille, toi tu habites à Bayonne. Si tu veux, on va s'échanger nos maisons pendant un mois pour partir en vacances. On a tous les deux l'impression de partir en vacances. On va échanger ça. Et c'est du troc. C'est en nature. C'est une transaction, mais qui n'est pas monétisée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas rentrée dans le système capitaliste de créer du revenu. J'ai créé de la valeur grâce à ça. Pourtant, il y a de la valeur. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Toute cette partie-là du système économique qui ne fait que grandir, c'est-à-dire que de plus en plus de petites choses qu'on avait l'habitude de s'échanger, on commence à le monétiser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on va toujours capter plus de monnaie, plus de valeur. On va continuer de traquer la valeur et de la faire rentrer dans le système capitaliste. Et donc, on est toujours dans un monde de plus, 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 plus. Là où, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'on a assez de ressources pour tous vivre correctement et donc sans forcément avoir besoin de faire plus de croissance. Alors tout ça c'est très clair. Je pense que on a bien compris du coup le concept de décroissance par opposition à la croissance. À nouveau, je me fais l'avocat du diable parce que encore une fois, je connais déjà le travail de Timothée Paric, mais C'est pour le bien du débat. pour le bien du débat. Je vais reprendre ton exemple de la voiture. Je suis Jean-Michel Lambda, moi j'ai ma voiture. Je vais dire que je suis dans une grande métropole, j'ai ma voiture perso. Tu commences à me dire que parce que il y a un besoin de décroissance au niveau des entreprises et de l'économie au global, moi, monsieur Jean-Michel Lambda, je vais devoir abandonner ma voiture pour aller prendre le RER B, quel enfer, aller prendre le vélo et manquer de me faire écraser ou être dans une horde de cyclistes qui comprennent rien aux règles basiques de la sécurité. En plus, il va pleuvoir, en plus, il va neiger. J'ai pas envie, j'ai absolument pas envie. Donc, comment je fais? Non pas pour convaincre forcément Jean-Michel Lambda d'abandonner sa voiture, mais comment on fait plus globalement pour organiser ce changement de paradigme finalement et un peu abandonner cette idée de il faut toujours plus. Est-ce que tu as des pistes et je compléterai éventuellement. Si tu veux, là, tu arrives sur les limites de la zone d'influence de Timothée Paré, qui reste un économiste et qui va traiter vraiment d'un point de vue systémique ce problème-là. Et va te dire: «Ah, Jean-Michel, du coup, il a sa voiture, mais lui, ça l'embête de passer au vélo ou de sortir de sa zone de confort justement parce qu'il va avoir ce besoin-là». Lui, il va donner des solutions à grande échelle plutôt. Oui, mais justement, parlons de ces solutions. J'ai fait exprès de me focaliser sur Jean-Michel, mais parlons des solutions au niveau systémique. Quelles sont-elles? Les solutions au niveau systémique, ça va être justement de dire: «OK, on va réduire la dimension du parc automobile en France», par exemple, En termes de production? en termes de production, en termes tout simplement d'importation aussi et d'infrastructure aussi, de gestion des infrastructures. C'est-à-dire qu'on va devoir moins entretenir les routes et toute cette valeur, du coup, toute cette richesse, toutes ces ressources qui étaient mobilisées initialement sur le parc automobile, on va pouvoir les retransposer sur des, transports en commun et donc ton RER B, il y en aura peut-être un, je sais pas, actuellement, il y en a un tous les 15 minutes, il y en aura peut-être un tous les 5 minutes, tous les 3 minutes et tu vas avoir beaucoup plus de moyens, tu vas avoir des sièges plus confortables, tu vas avoir plus de place dans le RER B et donc en fait, tu vas avoir des infrastructures qui sont beaucoup plus adaptées. Pareil, tu vas avoir des pistes cyclables qui feront que, quand tu seras à Paris, tu auras pas peur de te faire écraser par les bus, par les autres vélos, par les mobylettes, mais par les voitures s'il en reste et il y a des villes qui ont déjà mis en place, ces solutions. Tu vas avoir des villes comme Dunkerque. Alors j'ai retenu Dunkerque parce que c'est dans le nord, donc ça m'a plus marqué, mais tu as des villes comme Dunkerque qui proposent déjà actuellement, par exemple, la gratuité des transports. Je pense que les exemples en fait que tu évoques, ça permet de mettre en avant un point finalement qui est central dans cette notion de décroissance, même deux points qui sont centraux. C'est que première chose, comme on a dit, la décroissance s'oppose à l'idée d'une croissance continue infinie dans un monde qui est fini. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quelque chose qui va devoir être un effort au niveau collectif global parce
qu'on parle d'un changement de paradigme complet de l'économie et donc du système économique. Et c'est pour ça que tu parlais d'approche systémique, à savoir on ne prend pas Jean-Michel Lambda tout seul, ce que j'ai fait évidemment pour provoquer un peu, mais on ne prend pas Jean-Michel Lambda tout seul, mais on prend tous les citoyens qui ont des automobiles, par exemple. Et point supplémentaire, c'est que déjà il faut bien retenir que la décroissance n'est pas la récession, tout simplement parce que tout ça, effectivement, ça peut pas se faire du jour au lendemain en claquant des doigts, parce que sinon, comme tu l'évoquais, on serait un petit peu dans une situation de chaos absolu. Mais le point central de toute la mise en place de ces solutions que tu évoquais, c'est que c'est quelque chose qui est planifié. C'est absolument essentiel là-dessus. C'est vraiment, on est dans une approche systémique, générale, qui est planifiée. Et donc ça se fait pas du jour au lendemain. Tu vois, tu évoquais les transports en commun, les nouvelles pistes cyclables, ce genre de choses. Évidemment que ça va pas se faire en une semaine et que du jour au lendemain, on va pas avoir un changement des comportements si derrière on n'a pas une approche globale, généralisée, planifiée sur comment on fait la transition entre un système donné versus le système espéré. Parce que tout simplement, il vaut mieux que ce soit planifié, je vais plutôt le dire comme ça, il vaut mieux que ce soit planifié parce que comme on est dans un monde fini et que l'on considère qu'il y a des ressources infinies, ce qui n'est pas le cas, si on a cette approche-là, il y a deux possibilités, soit on planifie, soit on est obligé de faire le changement par la contrainte. Et quand on fait le changement par la contrainte, effectivement, la situation est beaucoup moins rigolo. Je me permets de donner un exemple qu'évoquait Jean-Marc Jancovici dans une conférence, parce que tu l'as déjà évoqué, mais Jean-Marc Jancovici qui a donné un exemple qui est, je pense, le plus pertinent et qui permet de prendre encore plus de hauteur par rapport à tout ce qu'on raconte. C'était une conférence spécialisée sur l'armée et sur les systèmes d'armement, ce genre de choses. Donc c'était une thématique, pour le coup, qui était plus orientée sur l'énergie, puisque c'est la spécialité de Jancovici. Mais il nous racontait en gros dans cette conférence tout simplement que tout comme on peut avoir des questionnements sur des questions de souveraineté nationale en termes alimentaires, par exemple, c'est des choses qu'on a vues par exemple pendant le Covid, sur des médicaments, ce genre de choses, il va venir un moment où un État va se poser la question, si on est dans un monde fini et qu'il ne peut pas y avoir une part du gâteau pour tout le monde, qui on va prioriser? Et donc, est-ce qu'il ne faut pas prioriser son État, son armée, plutôt que de continuer à exporter à l'infini comme s'il n'y avait pas de limite? Donc évidemment, tout ça, tout ce que je raconte depuis le début, ça veut dire planifier, organiser les choses, avoir des plans sur le long terme. C'est ça, exactement. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, il y a toute cette partie, comme tu le disais, systémique qui fait que bah, si on arrête de se focus bah, sur Jean-Michel, c'était quoi ton personnage, Jean-Michel? Lambda. Jean-Michel Lambda, qu'on se focalise un peu sur le système. On regarde, par exemple, à l'échelle de la France, ce qu'on peut faire. Une fois qu'on l'a mis en place, on va se dire: «Ah OK, mais du coup, par rapport aux autres pays qui, eux, vont être dans une autre dynamique, il faut que je puisse, bah, continuer, par exemple, d'importer certaines ressources parce que je vais en avoir besoin» et donc, bah, forcément, il faut derrière que tout le système, il puisse suivre parce que s'il y a qu'un pays qui le fait, on prend l'exemple de la France, il va perdre la valeur de l'euro, ou la valeur, du PIB et cetera par rapport aux autres pays et donc, bah, il va sortir de la course et il va perdre en influence parce que les autres pays vont être plus riches en comparaison et cetera et ils sont dans une autre course et pour la petite analogie, en fait, on peut comparer cette situation à une situation où, tu as peut-être déjà fait, quand tu pars en vacances, il y a des sortes de véhicules où tu es 4 à pédaler, dessus, et ce véhicule-là, il est bien fait normalement parce que chacun peut pédaler indépendamment et se dire: «OK, moi, je vais fournir cette énergie-là parce que j'ai plus d'énergie. Moi, j'ai pas trop envie de pédaler, là, maintenant, tout de suite, donc je pédalerai après» et cetera et en fait, le système capitaliste avec, toute cette dynamique de la croissance, actuellement, on est dans un véhicule où il y a 4 personnes qui doivent pédaler, mais tout le monde est en prise avec tout le monde. C'est-à-dire que s'il y en a un qui pédale plus vite, il faut que tout le monde pédale au même rythme et donc s'il y en a un qui décide qu'il veut pédaler moins vite, soit il doit ralentir tout le monde, mais le plus facile pour lui, c'est quand même de continuer à pédaler à la même vitesse que les 3 autres et donc en fait, on est toujours dans cette dynamique-là. Écoute, les sujets qui sont abordés par Timothée Paric et la décroissance plus généralement sont des sujets qui sont assez intéressants à approfondir. On arrive à la fin de notre épisode. J'ai peut-être juste une ou 2 questions effectivement à poser et ce sera peut-être l'occasion pour toi de conclure là-dessus. Première chose, est-ce que tu peux pas nous dire rapidement en quelques mots si on est dans une idée qui est complètement utopiste, étant donné que tu le disais toi-même, il est plus simple de continuer à pédaler pour qu'on pédale tous ensemble, première chose. Et deuxième chose, tu disais que ça avait impacté ta vie au quotidien. Tu l'as évoqué rapidement, mais est-ce que ça a remis en cause les systèmes de consommation, la façon dont tu consommes les choses et quelle suite tu vois à tout ça? Pour moi et c'est pour ça que je suis hyper fan non plus en général de l'économie, c'est que l'économie, c'est quelque chose de très abstrait, mais à la fois qui est très théorique, très logique, c'est très systémique.
en général et donc forcément, comme tu dis, demain, on va pas pouvoir changer les choses de la manière dont il faut, du premier coup et parce qu'il y a tout un des règles du jeu qui sont écrites et qui sont difficilement modifiables. Surtout que les personnes qui ont le pouvoir de le modifier ont pas forcément envie de changer les règles du jeu. Pour te donner un petit ordre de grandeur, c'est les 10 les plus riches qui sont responsables de plus de 50 des émissions carbone dans le monde. Qui fait écho, au fait que au plus je vais être riche, au plus je vais polluer, au plus je vais, consommer et donc en fait, on est dans un système où tout le monde veut être riche et donc par défaut, tout le monde va continuer de polluer et en fait, moi, d'un point de vue personnel, je dirais pas que j'ai changé là, au jour le jour, ma façon de consommer, mais j'ai changé mes objectifs. C'est-à-dire que, je suis plus forcément axé, très, croissance, énormément de travail pour accomplir un maximum de choses, pour créer toujours plus, toujours plus. En fait, je suis plus dans une dynamique qui colle à cette réflexion de Timothée Paré qui explique que c'est pas parce que, tu as, un meilleur revenu que tu vas être plus heureux. Il y a un seuil qui, en France, est largement atteint. Il y a un seuil de richesse qui fait que tout ce que tu vas gagner au-dessus ne va plus influencer ton bonheur et en fait, ça permet de reconsidérer les objectifs d'une vie en règle générale. C'est-à-dire que est-ce que les objectifs d'une vie, c'est de continuer à prospérer dans cette croissance et s'embourber un petit peu dans ce cycle infernal? Ou est-ce que c'est pas finalement de juste, pouvoir, travailler sur soi, essayer d'aller, chercher ce bonheur là où on peut le trouver, sans finalement dégrader un peu plus notre planète qui nous accueille et dans laquelle on vit, au jour le jour? Merci Gaëtan pour cette réponse, pour cet échange plutôt complet. Alors vous le comprenez, le sujet de la décroissance est un sujet qui est assez complexe. Je vous invite à vous renseigner sur le travail de Timothée Parik si ça vous intéresse. Cet épisode est à la fois déprimant mais en même temps porteur d'espoir parce que ça nous amène à nous questionner sur notre rôle et sur la quête de ce que l'on peut accomplir au niveau personnel. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, à nous mettre les étoiles sur les plateformes de streaming et je vous dis avec Gaëtan à très vite pour un nouvel épisode d'Inspiration. Inspiration.